Jonathan, bonjour. Salut Julien. Merci d'avoir répondu à notre invitation alors que tu es très pris ici au 7, comme d'habitude en fait. Beaucoup de sollicitations, ouais. Voilà. Est-ce que tu veux te présenter en quelques mots? Alors moi c'est Jonathan Ponsard, je suis responsable de l'EduLab. Au départ j'étais un site primaire et puis depuis maintenant 2018, si je me trompe pas, on a lancé l'EduLab, on va bientôt fêter nos 8 ans, qui est un espace de prototypage pédagogique qui a été conçu dans l'objectif de former les enseignants aux nouvelles technologies. Aujourd'hui on forme quasi tous les jours, si pas plusieurs fois par jour, si on compte toutes les journées qu'on fait sur une année, dans tous les domaines du numérique, pour accompagner les enseignants dans leur transition numérique et développer leur pédagogie. Et tu oublies de dire que c'est aujourd'hui, on peut le dire, le plus grand espace de formation des enseignants en fédération. Je pense qu'en termes de volume de formation, on doit être le plus grand, je pense. On a un acteur majoritaire dans l'IFPC aussi, où on donne 300 jours de formation par an, décliné en 40 thèmes. Dont tu donnes une formation aussi, oui, c'est vrai. Le jeu vidéo. Et donc voilà, ouais, on a un acteur majeur avec des valeurs aussi qui se rapprochent de ce que les enseignants attendent dans les écoles aussi. Et donc justement, toi tu as été enseignant, tu as travaillé dans les écoles, tu utilisais déjà le numérique. Et est-ce que, alors probablement pas avant, mais en tout cas maintenant, c'est quoi ton rapport à l'IA? Est-ce que tu l'utilises dans ton travail? Quelles limites tu te mets? Quel intérêt ça a? Quelles choses tu te dis, ah non, ça c'est pas le meilleur outil? Alors j'utilise énormément dans le cadre de mon travail, pour tout ce qui est organisation, tout ce qui est gestion du travail, répondre à des appels à projets. Donc dans le cadre du travail, en tant que responsable de l'EduLab, je l'utilise au quotidien. Dans le cadre scolaire, je suis parfois un peu plus réservé. Pour moi, ça reste un outil qu'on doit utiliser au bon moment, à bon escient. Il faut pas en faire de trop. Il faut vraiment essayer de réfléchir à comment on peut utiliser l'IA de manière optimale quand ça amène une plus-value. Mais ça, c'est un conseil que je donne pour tous les outils numériques, en fait. Et justement, tu dis bon escient. C'est quoi le bon escient de l'IA et quel serait le mauvais escient? Bon escient, c'est quand on sait que ça va amener un plus à son activité. Il faut pas changer une activité qui marche déjà. Quand on sait que l'IA va permettre aux enfants de passer une étape, je pense que ça peut être intéressant de l'utiliser. Et un mauvais escient? Mauvais escient, c'est l'utiliser pour quelque chose qu'on savait faire sans. Une recherche sur Internet. Il faut pas se forcer à utiliser l'IA. Je pense que ça peut être un outil super performant dans la créativité. Après, je pourrais te présenter un projet qu'on a développé, mais ça peut aussi tuer la créativité. Donc, faut vraiment trouver l'équilibre, quoi. Mais c'est pas une solution à tout. Ah non, loin de là. Loin de là. Et je pense qu'il faut apprendre aussi à ne pas l'utiliser. Parce que ça a des conséquences sur la planète, parce que ça a des biais, parce qu'il faut faire attention aussi à l'information que ça véhicule, etc. Donc, je pense qu'il faut l'utiliser quand on sait que ça amène une plus-value, quoi. Écoute, ça, on va parler de 2 projets portés par l'EduLab. On va en revenir dessus, justement, sur les biais et les limites dans ces projets. Le premier, c'est le lancement du parcours IA que l'EduLab vient de mettre en place. En fin 2024, quand ChatGPT est arrivé, s'est posé la question, est-ce qu'il faut former à l'IA? Beaucoup de centres de formation ont eu peur. Nous aussi, on avait peur parce que on maîtrisait pas la technologie. On avait peur que ça ouvre vraiment une boîte extraordinaire, etc. Mais on s'est quand même lancé. On avait 3-4 formateurs. On a réfléchi à une formation, mais on s'est dit que c'était trop vaste pour que ce soit une formation unique. Donc, on a tout de suite imaginé un parcours de formation modulable en lien avec les projets des écoles et on s'est lancé. Pour la petite anecdote, on devait faire un moment d'auto-formation avec les formateurs pour démarrer, parce qu'il y en avait 3 ou 4 qui maîtrisaient. Donc on avait 15 formateurs et j'avais ouvert 5 places pour 5 profs qui souhaitaient nous rejoindre. Et on a eu 150 demandes à cette journée-là. Et on s'est dit, tant pis, on fonce, on va former les 150, quoi. Donc on s'est auto-formé en amont, en faisant des visioconférences, etc. Et on a déjà eu 150 personnes pour la première fois, quoi. Donc ça a été un enjeu. On a vu qu'il y avait une demande énorme. Et on a créé ce parcours qui aujourd'hui a formé 5000 personnes, qui a déjà évolué. Il est dans une V3, il est modulable, il permet aux gens de rester en communauté. On a 300 référents IA qui ont fait au moins 6 jours de formation, qui ont développé un projet qui a été validé par l'équipe. Donc on a vraiment une formation de qualité pour accompagner les enseignants, quoi. Et c'est vrai que justement, les chiffres sont frappants, mais finalement ils sont pas étonnants. Il y a une telle demande. Oui. Ouais. Et ça doit être intéressant aussi dans l'information, c'est qu'il y a l'idée de répondre à la demande, mais il y a aussi l'idée de dire il y a une demande qui est un quiproquo sur justement une vision magique. Oui, tout à fait. Des outils de l'IA. Il y a ça, ouais. Et si on pouvait former tout le monde, on le ferait. Mais
C'est pour ça qu'on appelait cette formation référent IA et pas enseignant IA. Donc l'idée, c'était de former des référents qui, à leur tour, allaient pouvoir former le reste de la masse. Parce qu'on peut former 5000 personnes qui, à leur tour, vont pouvoir essaimer dans les écoles, qui vont pouvoir aussi former leurs collègues. Donc l'idée, c'était aussi d'avoir une formation un peu en pyramide qui va permettre aussi de toucher tout le monde, en fait. Ça, c'est pour la diffusion. Et en termes de contenu, si tu devais résumer ce qui pour toi sont les angles importants justement de ce que vous voulez transmettre aux référents. Alors les angles importants, c'était dur à réfléchir parce qu'on a voulu faire des modules obligatoires, des modules optionnels. Ce qui est obligatoire n'est peut-être pas ce qui est le plus obligatoire dans le sens de ce qu'on voudrait, parce que ce qu'on a rendu obligatoire, c'est une formation de base. Mais on a un module sur les enjeux éthiques, environnementaux, qui pour moi devrait être celui où tout le monde passe. Malheureusement, c'est celui qui intéresse le moins le public. C'est celui qu'on remplit le moins. Et pourtant, pour moi, c'est le plus important. Il y a les enjeux qui sont derrière. Puis on a un module qui marche très très bien, qui est un module sur le tutorat, la remédiation. Puis un autre sur la créativité, mais pour moi le plus important, c'est vraiment d'avoir les bons réflexes dans l'utilisation. Ben, puisque tu nous dis que c'est le module le plus important, tu veux nous en parler en quelques mots sur l'écologie et les biais Alors, je maîtrise pas tous les chiffres, parce que moi, je coordonne la formation essentiellement, mais les enjeux, c'est vraiment de faire attention à ne pas véhiculer des messages ou des fake news, ou faire attention aux IA qu'on utilise en fonction de qui est derrière, et la base de données qui est injectée derrière. Là, je viens de voir que je crois que ChatGPT, maintenant, il source Grokipédia, qui est le Wikipédia de Elon Musk. Ça, c'est quelque chose qu'il faut se questionner. Ah bah. On s'est amusé avec les formateurs à comparer une page Wikipédia sur le fascisme et Grokipédia. Bah, il faut s'interroger, mais il faut préparer les gens à ça. Oui, non, c'est plus que biaisé. C'est carrément extrêmement, enfin, c'est dangereux pour la démocratie. Très dangereux, et dangereux pour les enfants qui sont pas préparés à ça. Tout à fait. Donc c'est pour ça qu'on a mis des projets en classe aussi. Si tu veux que je t'en parle, ça peut être intéressant, quoi. Ah ben il y a plein de projets. Mais parce que ça c'est très 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 intéressant. C'est-à-dire que tu vois, donc tu es notre 14e invité. Oui. Et il y en a beaucoup qui, sans qu'on les sollicité dans les questions, nous ont parlé justement d'une approche critique de l'IA. Et donc c'est intéressant aussi que tu dises, pour moi, un des modules les plus importants, c'est l'écologie, etc. Et donc justement, comment est-ce que, sans être anxiogène, personne n'était anxiogène dans nos invités, ça aussi c'était frappant. Justement, j'imagine, la perspective de l'EduLab est jamais anxiogène, mais justement, comment vous travaillez l'esprit critique? Comment est-ce que toi, tu te dis, mais ça, il faut travailler justement sur l'IA? Alors, on a un module spécifique pour ça, hein, où on va découvrir des outils qui permettent à développer l'esprit critique. Et là, je cite l'outil exceptionnel des Rocs Durs, qui est une boîte, qui est un kit sur leur site web qui permet vraiment d'avoir tous les outils pour développer l'esprit critique en lien avec l'IA, accessible aux enseignants, mais aussi aux étudiants. Donc, ils ont tous des outils qui sont vraiment qui permettent de découvrir toutes les sortes de biais, qui permettent de découvrir toutes les postures par rapport à l'IA, etc. Mais ce que j'essaye d'amener à mes formateurs, c'est que ça doit pas être seulement dans ce module-là. Ça doit être transversal à tous les modules, quoi. Il doit y avoir des moments de débat, des moments de discussion, des moments où on compare les IA en fonction des risques qui sont derrière, avec les enjeux environnementaux. Donc, ce que j'essaye d'amener à toute l'équipe, c'est que ça doit être transversal tout le temps. Et on doit avoir ces discussions-là dans tous les modules, quoi. Ben écoute, je rebondis là-dessus et je te pose une dernière question sur sur le parcours. On a dit qu'on parlerait très peu, mais c'est super intéressant. C'est justement cette transversalité. Ça aussi, c'est quelque chose qui est beaucoup revenu dans nos différentes rencontres. C'est comment tu travailles la transversalité et le temps, parce que tu parles de temps, tu dis prendre le temps, alors que l'IA, enfin les programmes d'IA, souvent leur promesse c'est vous mettez une phrase et on vous fait 10 pages. Et donc justement, comment il faut prendre du recul et il faut prendre le temps de tester différentes IA, il faut prendre le temps de se renseigner. Alors c'est très compliqué de le faire seul. C'est pour ça que de nouveau, on a construit le parcours sur une démarche collective, c'est-à-dire que quand on a terminé le parcours, il n'est pas fini. On réinvite les référents à revenir 3-4 fois par an dans un module où on va organiser une veille collaborative. Donc l'idée c'est de se dire ça va tellement vite que tout seul on peut pas y arriver. Donc autant s'associer ensemble pour y arriver, quoi. Et donc on a ces étapes où on prend du recul, où on réfléchit et où on collabore ensemble sur une veille commune, quoi. Ouais, c'est tout bête, mais c'est vrai que les modèles principaux d'IA, en fait, sont essentiellement construits dans un rapport individuel entre l'usager et le programme. Et justement, toi, c'est ce que tu dis, mais faisons autrement. Faisons autrement, ouais, tout à fait, c'est ça. C'est attaquons tous ces modèles ensemble pour essayer de les comprendre, quoi. Donc, ouais. Et je reviens sur le parcours, mais que ce soit dans le module final ou dans le module où on invite les gens à revenir, il y a toujours un travail de co-construction à plusieurs où on va développer un projet en lien avec l'IA. Donc l'idée c'est de se dire seul on peut pas tout maîtriser.
si on a un projet et qu'on rassemble 3-4 personnes autour d'un même projet, bah, ça va être plus gai et on va avancer plus vite. Je te donne un exemple. On a souvent des gens qui veulent créer des chatbots personnalisés. Bah, à 4 ou 5, on va pouvoir choisir l'outil, le développer ensemble, faire des versions différentes en fonction des projets, mais on va le faire ensemble. Ça, c'est intéressant. Je rebondis encore, j'arrête pas de rebondir. C'est intéressant aussi parce que c'est une des craintes qui est soulevée par l'IA, c'est le recul de compétences des usagers. Par exemple, voilà, on se rend compte que les usagers réguliers de ChatGPT ont des difficultés à faire une recherche avec un moteur de recherche, ce qui est tout à fait étonnant en si peu de temps. Et ici, si j'entends bien, la perspective que tu promeus, c'est au contraire de dire, mais on part de ce que on dit les usagers sont capables et en les mettant ensemble, ils sont encore plus capables. Avec un système de un peu de tutorat aussi indirect, parce que les gens plus forts vont aider ceux qui ont besoin d'un peu plus d'aide. Et ce que tu dis, ça nous a frappé aussi dans nos formations, parce que on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent à nos formations référents IA. Et même si on a un module de base où on va revoir les bases, bah, ces gens n'ont pas les bases avant les bases. Donc comme tu dis, ils savent pas ce que c'est qu'un navigateur. Certains ont même du mal à comprendre, à ouvrir un QR code, un lien. Et donc on réfléchit aussi maintenant à un module de base en termes de numérique pour réduire cette fracture avant que les gens n'attaquent le module, quoi, le parcours, quoi. Ça, c'est quelque chose que tu constates encore. La fracture numérique, c'est quelque chose dont on parlait il y a 10 ans, mais elle est toujours là. Encore, ouais. Parce qu'en fait, je crois que l'IA, bah, tout le monde veut s'y former. Même ceux qui sont en difficulté numériquement. Oui. Ils arrivent en formation et peut-être qu'ils se rendaient pas compte qu'ils étaient en difficulté aussi. Mais donc on constate qu'il y a une grosse fracture numérique chez les enseignants notamment, mais je pense que c'est le reflet de tout le reste de la société. C'est quelque chose qui est revenu dans presque tous les échanges, c'est il y a à la fois une demande de formation, mais en même temps il y a aussi nous en fait on se débrouille déjà tout seul, mais peut-être que cette débrouillardise est finalement... Oui, mais ça c'est marrant parce que la dernière formation que j'ai donnée, j'avais demandé aux gens de s'évaluer au niveau de leurs compétences au niveau d'IA, ils étaient au niveau 4 ou 5 sur 5. Après la formation, ils se sont dit je suis 1 ou 2 au fait. Donc on a des gens qui croient qu'ils maîtrisent l'IA. Et puis après 2 jours de formation, ils se disent je maîtrisais pas comme je devais le maîtriser ou comme je pourrais le maîtriser. Oui, mais c'est une perspective positive parce que c'est ouvrir des perspectives. Tout à fait. Et alors il y a un autre projet en plus du parcours dont on voulait parler, donc c'est un autre projet en classe, lui. Alors ça me tient un peu à cœur parce que j'accompagne une école spécialisée avec mon beau-frère qui s'appelle Thomas, qui a créé un Fab Lab dans son école. Et chaque année, on participe à un concours de robotique. Alors tu vas me dire quel est le lien avec l'IA. Dans ce concours robotique, on doit développer aussi un projet d'innovation qui est en lien avec une thématique souvent durable. Ou ici, la thématique de l'année passée, c'était sur les océans. Et donc avec ces élèves-là, qui viennent du spécialisé, qui ont des troubles, qui ont des handicaps, on a développé un projet pour améliorer la préservation des coraux dans les récifs coralliens. Et ce qu'on a mis en place, ça a été vraiment une aventure formidable parce que leur proposition, c'était de développer une solution boostée à l'IA. Et donc, ce qu'on a fait avec eux, c'est trouver une problématique, proposer des prototypes. On a développé des solutions avec de l'IA. Donc, grâce à VitaScience, qui est un site internet qui permet de voir si des coraux sont malades ou pas malades et avoir une réaction. On était plus loin. On a créé des caméras. On a voulu créer un mini sous-marin. Et ce qui est dingue, c'est que cette solution-là, on l'a présentée à un responsable de recherche à l'Université de Liège, et il n'avait pas pensé à cette solution. Donc il a rebondi sur la solution, il a dit aux enfants que c'était extraordinaire, etc. On s'est pas arrêté là. On a contacté Nausicaa, on leur a présenté notre solution, et il n'avait pas pensé à ça non plus. Donc maintenant, Nausicaa nous a reçus là-bas pour présenter notre solution, et ils vont l'intégrer dans leur programme de recherche. Parce qu'il n'y avait pas pensé. Et tout ça, on l'a fait avec une classe d'élèves du spécialisé qui n'avaient aucune compétence numérique et aucune compétence en IA au départ, quoi. Et donc, on a montré qu'avec des élèves, on pouvait aller très très loin dans la maîtrise de l'IA. Parce que là, on n'est pas que dans ChatGPT, Gemini, Copilot. On est vraiment, je vais utiliser l'IA pour avoir un effet sur une question de la vie de tous les jours ou sur un objectif de développement durable, quoi. Une vraie solution programmée. Oui, c'est ça, une concrétisation d'un travail scolaire qui, souvent, le travail scolaire semble hors réalité. Hors réalité. Ouais. Et si tu vas voir le modèle de Margarida Romero, qui a un modèle d'usage créatif au niveau de l'IA, si je me trompe pas, il y a 6 niveaux, on est au niveau 5. Oui, donc. Parce que certains enseignants sont certainement au niveau 1 ou 2. Donc voilà. Même dans l'enseignement classique, effectivement. Dans l'enseignement classique. Ouais. Et ces élèves-là ont gagné le concours d'innovation face à 30 équipes. En étant la seule école spécialisée, quoi. Donc c'était vraiment une petite victoire. Ces enfants de quel âge? Ils ont entre 14 et 18 ans. Ouais, même si l'enseignement spécialisé, là, n'a pas tout à fait le même sens, mais ça donne une idée aussi de... Et
Tu penses que c'est le dispositif pédagogique, la manière de réfléchir autrement, ou justement la place de l'IA dans ce dispositif qui a permis d'avoir une idée différente, visiblement? Pour moi, il y a plusieurs choses. C'est déjà que dans cette école, on ose des pédagogies différentes que les pédagogies traditionnelles. Donc on va mettre les élèves dans une posture active, créative, etc. Et puis on les met dans une posture un peu de STEAM aussi, où ils vont toucher aux sciences, aux technologies, aux mathématiques, sous forme de projets, quoi, de nouveau collaboratifs. Et c'est toute cette démarche-là qui fait que les élèves s'ouvrent, en fait, par rapport à un enseignement traditionnel. Et le fait aussi d'intégrer des outils d'IA. Ce qu'on a fait avec eux, on le maîtrisait pas au départ, Thomas et moi. Donc on maîtrisait pas ces technologies, on les a appris avec eux. Donc ils ont pris confiance parce qu'ils se rendent compte qu'ils maîtrisent autant qu'un enseignant, c'est pas plus qu'un enseignant, en fait. Mais donc ça ici, c'est, enfin, ce que j'entends, on va revenir sur l'IA après, mais en tout cas l'importance de la place du jeune, ça, Ouais. c'est quelque chose qu'on promeut aussi beaucoup dans le secteur jeunesse. Je pense qu'il faut arrêter avec cette vision de l'enseignant qui amène son savoir. Je pense que ça marche pas. Même si c'est encore le fonctionnement le plus habituel. Il faut donner un équilibre. Je pense qu'on a égalité avec nos jeunes en classe. Ils ont des choses à nous amener, on a des choses à leur amener. Il faut changer cette posture, la leur et la nôtre, celle des enseignants. Et alors justement sur la place de l'IA dans ce dispositif-là, dans cet accompagnement, dans ce projet, quelle place vous lui avez donnée? Comment les élèves ont réagi? Est-ce qu'eux étaient déjà usagers? Alors ils n'étaient pas usagers. Ils ont appris à l'utiliser dans différentes étapes du projet, pour écrire les mails, pour aller à Nausicaa, donc ils ont utilisé vraiment de manière pratico-pratique l'IA dans la gestion du projet, même pour gérer les différentes étapes, mais ils l'ont utilisé aussi comme objet d'apprentissage. Comme quand on dit on va apprendre par le numérique et au numérique, bah ils ont fait les deux. On va apprendre par l'IA et à l'IA. Ok, donc c'est quoi, dans la discussion, ils l'ont utilisé comme outil pour eux, mais ils l'ont utilisé aussi comme projet, avec une caméra qui intègre l'IA, qui est programmée. Donc ils ont vraiment appris ce que c'était qu'une IA aussi physique, qui est pas celle de ChatGPT, quoi. Et tu dirais qu'elle a été présente à toutes les étapes, ou il y a des étapes où, par exemple, j'imagine en tout cas dans la manière dont tu le racontes, surtout l'idée qui a l'air d'avoir surpris tout le monde. Oui, c'est ça. Là, l'IA était peut-être moins présente, plus présente. Alors, elle était tout le temps présente dans leur prototype. Ça, c'était d'office. Mais dans les différentes étapes, à partir du moment où, c'est des élèves du spécialisé qui parfois ne savent pas rédiger un texte. Ouais. Donc, ils vont pouvoir, avec leur micro, donner leurs idées et demander à une IA de rédiger le texte. Et ils peuvent envoyer un texte qui sont professionnels sous forme de mail. Donc vraiment, une fois qu'ils ont appris à utiliser l'IA, pour certains, ça devient un outil quasi obligatoire, quoi. C'est ça, qui leur permet de faire des choses comme les autres. Oh, c'est une forme d'accompagnement pour suppléer. Tout à fait. Soit un handicap, un indice ou une grosse difficulté. Et donc, qui seraient des choses qui ne pourraient pas être suppléées autrement et qui permettent justement de participer de manière où le handicap justement est invisibilisé, enfin en tout cas Tout à fait. Je prends un exemple de Vincent Léon qui travaille au Crête à Namur, qui accompagne justement les personnes qui sont en difficulté dans la vie avec un handicap. La première chose qu'il m'a montré une fois, c'est qu'il utilisait une IA pour voir, en fait, il est malvoyant. Et son téléphone lui permet de faire une photo de quelque chose qui va être décrit oralement. Donc ça lui permet, par exemple, avec de l'IA, de pouvoir voir les choses. Et il va pouvoir aussi réagir avec ce texte, quoi. Il va pouvoir poser des questions. Ok, tu me décris une personne, comment elle est, etc. Et l'IA va lui répondre oralement, par exemple. Donc il y a des outils au service de l'handicap qui peuvent être vraiment boostés avec l'IA, quoi. Même si, comme tu le dis, enfin, le dispositif, la place donnée et l'organisation du travail entre les adultes et les élèves a aussi été crucial justement. Ah oui, pour t'as le changement en classe, t'as l'IA comme une béquille pour t'aider, t'as l'IA comme outil de développement de projet. Donc, mais comme tu dis, en classe, le plus important c'est le changement de posture. Ouais. C'est pas l'IA ça reste un outil. Très bien. Mais parfait. On a réussi à parler des deux projets dans un temps pas trop long, finalement. Enfin, je l'espère. Ouais. Et donc, je te dirais comme dernière question, si tu avais un conseil à donner à des professionnels de l'éducation dans l'école, mais aussi hors de l'école, dans le secteur jeunesse ou ailleurs, qu'est-ce que tu dirais à propos de l'IA? J'en ai déjà un peu parlé. Pour moi, j'ai deux conseils. C'est n'ayez pas peur de vous lancer. Parce que je pense qu'au départ, ça fait peur. C'est certain. Il y a trop à maîtriser. Même pour nos formateurs, nos formateurs, parfois, ont peur de pas maîtriser parce qu'on sait plus tout maîtriser. Et ne le faites pas seul. Donc faites-vous accompagner, allez dans des organismes de formation, trouvez des collègues. Donc ne pas avoir peur de se lancer et ne pas le faire tout seul. Merci beaucoup. Avec plaisir, Julien.